All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Veuillez vous asseoir. Le juge président, bonjour à tous. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans la salle d'audience. La Chambre est heureuse d'avoir la possibilité de vous accueillir dans la salle d'audience et non pas simplement de manière virtuelle par une liaison vidéo, sauf pour l'accusé ou les accusés. Ce qui nous montre que tout doucement, mais tout de même, nous retournons à la normale malgré ce plexiglas devant nous. Mais j'espère que lors des prochaines conférences, ceci disparaîtra également. Les greffières d'audience, pouvez-vous appeler l'affaire, s'il vous plaît? Merci, Monsieur le Président. Situation en République centrale africaine. Le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona, ICC 01 14 01 18. Nous sommes en audience publique. J'inviterai maintenant les parties à bien vouloir se présenter. L'accusation d'abord, s'il vous plaît. Monsieur Van der Poel, bonjour. Bonjour à tous, Monsieur le Président. Nous avons aujourd'hui Monsieur Eric Iverson et Yacine Mofsta. Je suis moi-même Kweku Van der Poel. Le Président, Madame Massida, s'il vous plaît. Maître Massida, bonjour. Pour les victimes des autres crimes, l'équipe aujourd'hui est composée de moi-même, Paulina Massida, les autres membres de l'équipe, Maître Abdou Dangabo Moussa, suivent cette audience de loin. Et le collègue qui est avec moi ici aujourd'hui va se présenter maintenant. Le Président, allez-y, s'il vous plaît, avec le micro. Nous ne vous entendons pas, maître. Le Président, ne vous inquiétez pas, il y a toujours un petit peu de problème. Messieurs les juges, je m'appelle Elisabeth Rabessandratana et je suis représentant légal commun des victimes. J'exerce en France. Thank you very much. And the next... Le Président, merci. Et puis, Maître Knops pour la défense de Monsieur Ngaïsona. Maître Knops, bonjour, Monsieur le Président. Je suis assistée aujourd'hui par Madame Antonina Dijk, assistante juridique, et Madame Sandra Pedrosu, gestionnaire du dossier au nom de l'équipe de Ngaïsona. Maître Knops, c'est plus compliqué, Monsieur le Président. Je peux, si la Chambre m'y invite, expliquer la situation. Mais nous voulons faire valoir que Monsieur Ngaïsona n'a pas renoncé à son droit d'être présent. Le Président, allez-y, s'il vous plaît. Brièvement, cependant. Maître Knops, Monsieur Ngaïsona est troublé par le fait que voilà 4 mois qu'il est maintenu incommunicado vis-à-vis de son équipe de la défense, alors que le 18 juin, un pédicure a pu venir au centre de détention pour traitement. Malgré la requête que nous avons présentée, nous n'avons pas eu accès à M. Ngaïsona. Il ne comprend pas pour quelle raison il ne peut pas être présent. Je ne peux pas lui expliquer pour quelles raisons les mesures qui ont été prises sont ce qu'elles sont, malgré la lettre du président. Il trouve cette situation exceptionnelle et insupportable. Il
ne comprend pas pourquoi il ne peut pas être présent dans cette salle d'audience. Il n'a pas renoncé à son droit. Pardon. Le président, merci, voilà, qui suffira pour le moment. Monsieur Ngaïsona est représenté par vous aujourd'hui, en tout cas. Une remarque brève. Au nom de la Chambre, nous savons tous que ce sont des situations particulières. Nous avons pris note de vos arguments au sujet de la situation aux Pays-Bas et dans les centres de détention aux Pays-Bas. Et je suis sûre que nous aurons un paragraphe dans la dernière décision où nous inviterons le greffe à également assurer le suivi de ces questions et assouplir ces restrictions. Voilà, je pense que c'est tout ce que je puis dire pour le moment. Maître Knops, j'aimerais insister sur le fait qu'il ne souhaite pas montrer un manque de respect vis-à-vis des juges. Pour lui, il a un droit à être présent qui a été violé. Donc, il a perdu confiance dans le système et il va falloir du temps pour qu'il retrouve cette confiance. C'est ce que je souhaitais vous faire comprendre. Je lui parle 7 jours par semaine, chaque soir, et je peux reconnaître que la Chambre... je voudrais vous faire comprendre que pour lui, mentalement, c'est très difficile d'accepter cela. Le président, eh bien, la Chambre comprend que la situation est exceptionnelle et bien entendu, cela représente un poids pour les deux accusés. Mais comme je l'ai dit, nous sommes certains que la situation va revenir à la normale. Comme je l'ai dit au début, et la Chambre considère que c'est positif. Et nous souhaiterions effectivement que vous transmettiez cela à la Chambre. Maître Souproun, je pense qu'on vous avait oublié. Maître Souproun. Les anciens enfants soldats sont représentés par moi-même, Dimitro Souproun, conseiller au bureau du Conseil public pour les victimes. And now we're coming to the defense of Mr. Le président, la défense de Monsieur Yekatom, s'il vous plaît. La défense de Monsieur Yekatom. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, messieurs les juges. Nous sommes représentés ici par Monsieur Florent Pagès-Granier, Monsieur Keirous Abou Mabda. Nous avons dans la galerie Madame Sabrine Bessa, Whittingham Wilhelmina, Jean-Michel Collat, Daniela Mungu et je suis moi-même Mylène Dimitri. Monsieur Yekatom aurait souhaité être présent dans la salle d'audience, mais comme vous le voyez, il comparaît par liaison vidéo. Le président, merci beaucoup et nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Yekatom, par vidéo. Le greffier, le greffe, nous avons aujourd'hui, au nom du greffe, Madame Natasha Schrauder, Madame Soraya Bricky et moi-même Peter Van Verbeek. Et le président, il ne faut pas que nous oublions de présenter les juges de cette chambre parce que nous nous rencontrons pour la première fois. J'ai à ma gauche le juge Chang Ho-chung et à ma droite le juge Piotr Hovmansky. Cette chambre a été réunie, cette audience, a été convoquée aujourd'hui pour fixer une date de procès. Nous savons tous que cette conférence de mise en état aurait dû avoir lieu bien plus tôt. La Chambre aurait bien souhaité d'ailleurs tenir cette audience à la date prévue, le 21 avril, mais nous savons tous que à cause des mesures prises dues à la pandémie de Covid, nous n'avons pas pu tenir cette conférence de mise en état. Voilà pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui. Pour l'information du public, la Chambre note également qu'il y a plusieurs restrictions d'ordre médical qui sont d'application pour cette conférence de mise en état. En particulier, la Chambre note que au moins l'un des accusés suit cette audience par liaison vidéo à partir du centre de détention pour des raisons médicales. Pour la même raison, les équipes participant greffe et chambre ne comparaissent que dans un nombre limité de leurs équipes pour réduire les risques.
Cette conférence doit aussi avoir une durée limitée en 2 sessions. Je ne sais pas si ce sera suffisant, mais enfin, ce qui est prévu, c'est de 10h à 11h et de 11h45 à 12h45. Nous avons la possibilité d'1 heure supplémentaire, ce qui ne veut pas dire que nous devrons l'utiliser nécessairement. Enfin, nous avons cette possibilité. La Chambre note également que cette conférence de mise en état a lieu en audience publique, à moins qu'il y ait une requête de procéder autrement, présentée par les parties, les participants ou le greffe. Je pense que l'essentiel de cette audience pourra avoir lieu en public. Avant d'entrer dans le détail des points figurant à l'ordre du jour, la Chambre souhaite se livrer à quelques remarques préliminaires. Premièrement, en ce qui concerne la coopération. Les parties et les participants doivent coopérer entre eux dans toute la mesure du possible et résoudre les questions inter partes avant de saisir la Chambre d'une requête. De la même façon, la Chambre s'attend également à ce que les questions concernant des questions relevant de la compétence du greffe soient directement résolues avec le greffe. La Chambre considère que cette approche est la plus efficace. Si une solution n'a pas été tentée au préalable, inter partes, la Chambre pourra rejeter la mesure sollicitée dès l'abord. La Chambre s'attend également à recevoir des écritures requérant une mesure concrète. Nous ne souhaitons pas recevoir de notifications en anticipation de requêtes futures qui finalement pourraient aboutir ou ne pas aboutir. La Chambre s'attend également à ce que les parties et les participants accordent l'importance nécessaire au principe de la publicité des débats. À cet égard, la Chambre rappelle que les accusés ont droit à une audience publique en application de l'article 67.1 du statut. Ce qui signifie qu'à chaque fois que des écritures confidentielles sont déposées, la Chambre s'attend à ce que des versions expurgées soient déposées aussi rapidement que possible, de préférence le même jour. Les participants peuvent également faire référence au contenu d'écriture confidentielle lors d'interventions publiques, dans la mesure où ces références ne révèlent pas des renseignements qui donneraient lieu à un classement confidentiel. Enfin, la Chambre insiste sur le fait que le classement ex parte ne doit être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles. Surtout, il ne faudrait pas abuser de cela et obtenir un avantage en matière de procédure en excluant l'autre partie. La Chambre rappelle ces instructions sur les communications envoyées par mail le 26 mars 2009. Elle s'attend à ce que les parties participants et le greffe suivent ces instructions pendant toute la procédure. La Chambre souhaite que les communications avec la Chambre soient aussi transparentes que possible. Il est par conséquent crucial que toutes les parties et participants soient mis en copie des courriels concernant les requêtes à la Chambre, à moins qu'il n'y ait une bonne raison de ne pas faire cela. À cet égard, la Chambre invite également chacun à utiliser les groupes existants d'email pour éviter que certains membres pertinents d'une équipe ou de l'autre soient oubliés. À cet égard, la Chambre rappelle également dans son courriel du 1er juillet 2009 que si une partie ou un participant souhaite apporter son soutien complet à une requête dans le dossier de l'affaire, elle peut le faire, ou il peut le faire par courriel. Si aucune écriture ou de nouvelles requêtes ne sont présentées, et deuxièmement, si toutes les parties et participants qui étaient informés de la requête initiale sont mis en copie. Dans d'autres cas, les parties et participants doivent déposer leurs opinions officiellement au dossier. Voilà, je pense que nous allons maintenant passer au point à l'ordre du jour. Je pense que nous avons fait circuler
l'ordre du jour à l'avance. La Chambre, les partis et les participants ainsi que le greffe ont envoyé des écritures sur plusieurs sujets à l'avance de cette conférence. Nous remercions les partis et les participants des efforts déployés par tout le monde à cet égard. La Chambre estime qu'elle a reçu suffisamment d'informations sur un certain nombre de points initialement prévus et qui n'ont pas été repris dans l'ordre du jour d'aujourd'hui. La Chambre va aborder ces questions par décision écrite, par exemple en ce qui concerne les différents protocoles et le déroulement de la procédure. La première question à traiter, c'est les questions ayant trait au début du procès. La Chambre note que les écritures déposées par les parties et les participants ainsi que par le greffe ont été déposées le 8 avril 2020. Depuis lors, les circonstances et les mesures imposées en réaction à la pandémie de Corona ont changé à plusieurs reprises. J'en ai déjà parlé. Et très franchement, nous espérons qu'elles continueront à changer. La Chambre, par conséquent, est intéressée tout particulièrement à entendre les parties et les participants en ce qui concerne les derniers éléments, en ce qui concerne l'impact de cette crise sur la préparation du procès et sur le statu quo. Par exemple, les obligations en cours en matière de divulgation, les mesures de protection des témoins, la préparation du procès, etc. et du mémoire de première instance. Avant que nous ne commencions, je dirais que l'accusation a indiqué dans ses écritures du 9 avril, qui remontent déjà à 3 mois, que les enquêtes se poursuivaient, mais qu'à cause de la pandémie de coronavirus, elles ne pouvaient pas prévoir et indiquer une estimation fiable de la fin de ces enquêtes. En outre, elle mettra la Chambre à jour à la fin de ce mois. Et ça, c'était en avril. Donc, je pense qu'il est temps maintenant de donner la parole à l'accusation pour que, justement, il nous donne une mise à jour sur cette question. Monsieur Van der Poel. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être aussi concis que possible pour répondre à vos questions. Première chose, où en sommes-nous depuis notre dernière écriture? Vous comprendrez l'impact sur la possibilité d'enquêter ou de poursuivre les enquêtes des questions d'ailleurs qui avaient été identifiées avant la décision de confirmation se sont arrêtées tout net en conséquence de la pandémie de Covid-19. L'accusation n'est pas en mesure d'effectuer des voyages, n'a pas pu mettre en place des mesures s'agissant de la protection des témoins aussi efficacement qu'elle l'aurait fait autrement. Donc, finalement, les enquêtes ont été arrêtées brutalement. Comme vous l'avez fait remarquer, il y a certaines améliorations à cet égard, en tout cas en Europe, s'agissant de la possibilité de se déplacer pour l'enquête. À cet égard, nous faisons quelques progrès grâce à cette levée des restrictions dans certains pays de l'Union européenne. Mais au-delà de l'Europe, l'enquête s'est complètement arrêtée. Il n'est pas possible de se rendre en République centrafricaine. Je pense que ce n'est pas différent pour la défense. Nous ne pouvons pas mener des opérations sur le terrain s'agissant de la collecte d'éléments de preuve documentaires. Nous devons encore faire cela. Nous ne pouvons pas non plus interroger ou réinterroger certains témoins que nous avions déjà identifiés, que nous souhaiterions appeler pour l'affaire. Voilà. En 2 mots, ce que je peux dire à cet égard, je puis vous dire que le bureau a essayé d'élaborer un protocole pour se livrer à des entretiens à distance, ce qui a pu être fait dans certains cas avec succès. C'est un peu difficile à appliquer en République centrafricaine à cause de l'infrastructure qui n'est pas en mesure d'accepter ou de prendre en compte ce genre d'activité. Le président, merci.
J'ai dit tout à l'heure que nous espérions que la situation évolue, et c'est le cas dans l'État qui nous accueille. Mais quelles sont les perspectives pour l'avenir, Monsieur Van der Poel? D'après nos informations, le nombre de cas de Covid augmente actuellement en République centrafricaine. Je pense qu'ils ont maintenant quelques 4000 infections, je ne sais pas. Et d'après ce que nous savons, il devrait y avoir le pic en octobre ou septembre. Il y a des restrictions qui restent d'application. Et ces restrictions continuent d'être appliquées. Les gens peuvent circuler avec la distanciation sociale et des masques, etc., ce genre de mesures. Mais vous pouvez imaginer combien il est difficile de contrôler une région ou avec une infrastructure limitée, des capacités limitées. Et cela affecte également les ressources en collaborateurs de la Cour assignés à ces endroits. Nous devons également être attentifs à leur santé. Donc il est difficile de dire à quel moment les choses s'amélioreront. D'après ce que nous pouvons comprendre, les choses empirent plutôt que de s'améliorer, en tout cas jusqu'en septembre ou octobre, où le pic est attendu. Le président, nous en prenons bonne note. La défense, est-ce que vous souhaiteriez intervenir, Maître Knops? Vous ne devez pas, mais si vous le souhaitez, Maître Knops. Monsieur le Président, lorsqu'on parle de préparation d'un procès, eh bien, il faut noter que l'accusation, dans ses enquêtes, a déjà reçu de la part de la chambre préliminaire, et la Cour l'a noté, deux extensions des délais. Deuxièmement, elle a été surprise de la rapidité avec laquelle l'arrestation des deux accusés a eu lieu. Sur la base de la jurisprudence de cette Cour, nous savons, et je peux faire référence au paragraphe 119 de la décision Kenyatta de 2013, que le procureur qui a terminé ses enquêtes, que le procureur doit avoir terminé ses enquêtes avant la confirmation des charges, avant l'audience de confirmation des charges. Nous savons tous qu'il y a des exceptions, que ces exceptions, cependant, sont très largement circonscrites dans la jurisprudence. La pandémie, en d'autres termes, n'est pas une excuse, bien que nous comprenions parfaitement le problème. Ça ne peut pas excuser le fait qu'on reporte encore le procès. Nous disons que la Chambre ne devrait plus fixer la date de début du procès en s'appuyant sur le déroulement apparent des enquêtes. Elle devrait, à notre avis, fixer une date aussi rapidement que possible, éventuellement à la fin de cette année. C'est la position de notre équipe. Notre client est déjà en détention depuis à peu près 2 ans, Monsieur le Président, en détention préliminaire, dans des conditions difficiles. La Chambre en est consciente. L'accusation a eu ses possibilités de terminer ses enquêtes avant l'audience de confirmation des charges, conformément à la jurisprudence en l'affaire Kenyatta. Merci. Le Président, souhaitez-vous ajouter quelque chose, Maître Dimitri? Maître Dimitri, merci. Tous les arguments que je voulais développer ici ont trait à la divulgation. Et c'est un autre point à l'ordre du jour. Ce que je dirais ici, c'est que comme mon collègue l'a indiqué, les enquêtes auraient dû être largement terminées à ce stade avant l'audience de confirmation. Monsieur Yekatom
bon, est là depuis quelques 2 ans. Il faut prendre cela en considération. Même en avril, au moment où l'accusation a présenté ses arguments en ce qui concerne les enquêtes, elles auraient dû être largement terminées. Je pense que nous devons avancer dans cette affaire. Le président, merci. La Chambre est bien consciente de cela. Il rappelle la jurisprudence de la Chambre d'appel, c'est-à-dire que les enquêtes, effectivement, devraient être largement terminée au stade de la confirmation des charges. La Chambre est d'accord avec cette position. La Chambre également rappelle que la Chambre préliminaire 2, à cet égard, a tiré des conclusions. La Chambre donc va entendre les arguments de l'accusation et les prendre en considération, mais aimerait insister sur le fait que les enquêtes en cours ne seront pas un facteur déterminant pour ce qui est de la fixation des échéances en matière de divulgation et de la date de début du procès. Vous l'avez déjà indiqué, Maître Dimitri, la divulgation, c'est le point suivant, c'est un point important. Donc, les obligations en matière de divulgation en cours, les délais et le volume de ces divulgations, la Chambre va fixer une date pour les dernières divulgations en temps opportun. Et vous savez, Monsieur Van der Poel, bien entendu, que cette divulgation doit se faire de manière progressive. Bien entendu, et je ne vais pas revenir sur ce que je disais au début, la Chambre insiste sur le fait qu'elle s'attend à ce que les parties résolvent les problèmes de divulgation inter partes à chaque fois que cela est possible. Vous pouvez bien sûr revenir devant la Chambre lorsqu'il y a des accords, mais il faut essayer d'arriver à un accord inter partes. Dans son écriture 474, l'accusation a indiqué qu'elle avait divulgué 86% des éléments de preuve qu'elle avait initialement prévu de divulguer avant la pandémie de coronavirus. La Chambre considère bien entendu, en gardant cette information à l'esprit, qu'il faudrait une mise à jour de cette date. Monsieur Van der Poel. Merci, Monsieur le Président. Si vous me permettez de revenir en arrière juste au sujet du premier élément. Le Président, pas de problème. Je pense que... Pourquoi est-ce que je vous le refuserais? Parce que je pense que les deux sont liés. Monsieur Van der Poel, pour ce qui est des enquêtes en cours, voici ce que j'aimerais vous dire. Je suis entièrement d'accord avec la Chambre, car ce n'est pas important pour fixer la date du début du procès. Alors, nous savons pertinemment où nous nous trouvons, nous savons quels sont nos objectifs, nous savons quels sont les objectifs et nous essayons de régler le problème. Et nous sommes parfaitement conscients des impératifs. Et comme la Chambre le sait, comme la défense le sait également, et tout le monde le sait, les enquêtes, au vu de la situation, signifie qu'il y a des enquêtes parallèles. Alors, des enquêtes, il y a une enquête parallèle pour ce qui est des crimes de la Seleka. Donc, il est possible que des informations qui sont reçues dans le cadre de ces autres enquêtes vont avoir un impact pour notre affaire, parce que il s'agit d'un conflit auquel ont participé les deux groupes. Donc, s'il y a des enquêtes à propos d'un groupe, le président, mais cela pourrait être à décharge. Donc, Monsieur Van der Poel, cela peut être à décharge 7, cela peut aussi être à charge, mais je voulais le dire, ceci. Et cela fait partie des activités d'enquête en l'espèce, même si cela ne porte pas toujours sur notre affaire. Deuxièmement, pour ce qui est des enquêtes, voici comment j'avais compris la jurisprudence de la Chambre d'appel, à savoir que dans des circonstances exceptionnelles, une chambre peut peut intercéder pour interrompre une investigation. C'est pas le contraire. Maître Knops a compris la chose à l'envers. Donc, c'est dans des circonstances exceptionnelles qu'une chambre peut être autorisée à mettre un terme à une enquête. Ce n'est pas le contraire qui se passe. Et puis, pour ce qui est des enquêtes relatives à ces accusés, à ces deux accusés, il ne faut pas oublier
que c'est leur responsabilité pénale individuelle qui est engagée pour les charges qui ont été confirmées, mais ces charges, elles ont été confirmées dans le contexte de crimes de groupe, ce qui fait que les enquêtes qui portent sur des membres de ce groupe ne doivent pas être interrompues parce que il y a un procès pour 2 membres de ce groupe, parce que nous avons une obligation en application de l'article 54 du statut et pour suivre les instructions de la Chambre, de la Cour, nous devons mener à bien une enquête pour les personnes qui sont le plus responsables de ces crimes dans le contexte de la situation. Donc, il y a 2 membres de ce groupe. Et nous l'avons dit à maintes reprises lors de l'audience de confirmation des charges. Nous avons dit qu'il y a de nombreuses personnes qui sont responsables des crimes qui ont été commis pour l'affaire principale, mais qui font également l'objet d'une autre enquête. Voici ce que je voulais dire pour que la Chambre comprenne ce dont nous parlons lorsque nous parlons d'enquête en cours. Et puis en dernier lieu, Monsieur le Président, nous suivons des enquêtes. Il s'agit d'enquêtes qui ont commencé bien avant de la décision relative à la confirmation des charges, en amont de cela, parce que c'est la façon dont les efforts de coopération sont déployés. Vous savez quelles requêtes nous avons présentées pour modifier les charges par rapport à ces 2 personnes, et vous savez également qu'il y a des efforts qui sont déployés pour mener à bien des enquêtes au sujet de ces crimes ont commencé en mai-juin de l'année dernière. Et ce n'est que récemment que cette enquête a porté ses fruits en quelque sorte, à cause de la nature même des efforts de coopération. Et je n'en dirai pas davantage pour le moment. Le Président, oui, mais je vous demandais de parler de la communication. Maître Knopp, s'il vous plaît, laissez Monsieur Van der Poel terminer son intervention. Monsieur Van der Poel, pour ce qui est de la situation en matière de communication, je pense que nous avions indiqué dans l'une de nos écritures que nous avons analysé environ 86% de ce que nous avons reçu. Bien entendu, il y a également des enquêtes que je qualifierais de collatérales, alors que nous avons un ensemble d'informations. Donc, il y a des informations qui sont collectées et compilées et que nous devons analyser, même si elles concernent une autre enquête. Donc, nous avions indiqué qu'il y a 10 000 pièces qu'il faut encore, ou 10 000 éléments qu'il faut encore que nous analysions. Et je peux vous dire que il ne nous reste plus sur ces 10 000 que 2 500 à évaluer. Lorsque je parle d'évaluation de ces éléments, qu'entends-je? Premièrement, il s'agit d'identifier de quelle catégorie relèvent les éléments. Donc, il y a différentes catégories d'analyse. D'abord, nous recevons des informations. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de factures, de lettres? Est-ce qu'il s'agit de brochures, de revues? Alors, cela doit être fait encore pour 2500 documents. Et une fois que cela sera fait, et j'espère que nous pourrons respecter les délais de communication que nous avions indiqués précédemment, nous aurons encore un certain nombre de documents qu'il faudra évaluer. Il s'agit de 23 000 documents et cela représente un nombre considérable de documents à analyser. Voilà quelle est notre situation. Nous pensons que nous allons pouvoir respecter les dates butoirs. Nous avons galvanisé toutes les ressources. Il y a d'autres membres, d'autres équipes qui nous prêtent main forte pour essayer donc d'analyser ce volume important d'informations. Donc, comme nous l'avons indiqué précédemment, vers le milieu de l'automne, je pense, et que entre la mi et la fin novembre, nous parviendrons à notre objectif. Le Président, nous allons nous intéresser à ces détails précis bientôt, mais une remarque brève de ma part. Et peut-être que ainsi l'intervention de Maître Knops deviendra obsolète, peut-être. Alors bien sûr que nous comprenons tout à fait qu'il y a des enquêtes en cours, nous comprenons qu'il y a une autre partie, entre guillemets, qui va faire l'objet d'enquête. Tout cela, nous le comprenons parfaitement. Mais à un moment donné, il va falloir dissocier cela des... Est-ce que les éléments recueillis dans le cadre de cette autre enquête vont pouvoir être utilisés pour les accusés ici présents? Maître Knops, qu'avez-vous à nous dire à ce sujet? Maître Knops, oui, Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, je vous dirais que cela fait 9 mois
que depuis l'audience relative à la confirmation des charges. 9 mois se sont écoulés. Et l'accusation continue à nous dire qu'elle a besoin de temps parce qu'il y a une enquête parallèle qui porte sur la Seleka. Dans cette affaire dont a été saisie cette chambre il y a quelques années, la situation était assez semblable. Il s'agissait de la Côte d'Ivoire. L'ancien président de la Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, ainsi que l'un de ses anciens ministres, M. Charles Blé Goudet, ont été donc jugés par cette cour et il y avait une enquête parallèle qui portait sur les sympathisants allégués de l'autre candidat présidentiel qui avait été élu. Mais cela n'a pas pour autant empêché la Chambre de commencer le procès. Absolument pas. Si pendant cette enquête ou pendant ces enquêtes qui portent sur les formations Seleka, il y a des éléments à décharge qui sont présentés, aucun problème, ils peuvent être présentés, mais cela ne doit pas nous empêcher de commencer ce procès. On ne peut pas entendre l'accusation nous dire 9 mois après l'audience de confirmation des charges qu'elle a toujours besoin de temps parce qu'elle est en train de mener à bien une enquête parallèle. Il s'agit de charges qui ont été confirmées par une chambre préliminaire, ce qui m'amène à mon deuxième argument, Monsieur le Président, à savoir la jurisprudence dans Kenyatta ne porte pas sur une situation inverse, comme vient de nous dire le bureau du procureur. Si vous lisez le paragraphe 121 de la décision du mois de l'année 2013, il est absolument évident et manifeste que la majorité de la Chambre d'appel indique à l'accusation qu'elle doit terminer ses enquêtes avant la confirmation et seulement dans des circonstances exceptionnelles si elle peut prouver que les éléments de preuve n'ont pas pu être obtenus en bonne et due forme et avec célérité avant la confirmation. Donc voilà, la citation que nous avons présentée ne correspond pas du tout à la situation inverse comme cela a été dit. Puis en dernier lieu, Monsieur le Président, il faut savoir que la modification des charges ne justifie absolument pas non plus un retard, car la Chambre préliminaire a indiqué de façon ou a refusé de façon catégorique des amendements suggérés. Cela signifie donc que ce que demande l'accusation ne peut pas être accepté. On ne peut pas immédiatement tout arrêter parce qu'il n'y a pas eu d'amendement des charges. Et puis en dernier lieu, Monsieur le Président, pour ce qui est de la communication, nous demandons à la Chambre, et je pense que vous, Monsieur le Président, vous venez de nous présenter cette suggestion vous-même, nous suggérons à la Chambre, disais-je, de fixer un calendrier de communication. Le Président, mais nous allons y arriver, cela. Donc, ce n'est peut-être pas nécessaire d'aborder cette question maintenant. Merci beaucoup, Maître Knops. Vous pouvez être assuré que la Chambre est tout à fait consciente de la jurisprudence de la Chambre d'appel et que nous savons également comment interpréter cette décision. Alors, pour ce qui est de la communication des identités de témoins, identité qui n'a pas été communiquée à la défense. Et cela nous amène également à parler des mesures de protection. Il semblerait qu'il y a différents domaines. Alors, pour ce qui est des identités de témoins, la Chambre note que, d'après l'écriture numéro 474 de l'accusation, seule l'identité d'un témoin à charge n'a pas été communiquée et qu'elle sera communiquée dans un futur proche. Deuxièmement, l'accusation a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de convoquer pendant le procès les 6 témoins de l'affaire RCA 2 dont les identités, au sujet desquelles la Chambre préliminaire a autorisé l'expurgation des identités et la Chambre s'attend à ce que ces expurgations restent aussi longtemps que nécessaire pour protéger l'enquête portant sur la Seleka. Et puis finalement, pour ce qui est donc de la liste préliminaire des témoins, conformément à l'écriture numéro 553 de l'accusation, nous avons donc des évaluations de risque individuel pour une poignée de témoins et la communication n'a donc toujours pas été faite. Qui plus est, nous nous attendons à ce que ce processus soit terminé avant
les vacances judiciaires, la Chambre constate que cette liste inclut 11 témoins dont les identités ont été expurgées qui ne sont pas connus pour le moment de la défense. La Chambre note également l'écriture numéro 474 de l'accusation, eu égard aux demandes anticipées et pendantes de mesures de protection. Et nous aimerions donner la parole à ce sujet à M. Van der Poel, car nous aimerions savoir combien d'identités ne sont pas connues de la défense pour le moment. Deuxièmement, nous aimerions savoir ce qu'il en est des évaluations de risques individuels qui ne sont pas terminées, ce qu'il en est également des demandes anticipées de mesures de protection, et nous aimerions savoir quand est-ce que les identités de ces témoins pourront être communiquées à la défense. Et puis, troisièmement, nous aimerions également être informés de la pertinence et de l'impact de l'enquête portant sur la Seleka pour ce qui est de la communication. Vous avez déjà évoqué cette question, Monsieur Van der Poel, donc vous pouvez vous intéresser aux deux premiers éléments. Combien d'identités ne sont toujours pas connues de la défense et qu'en est-il des évaluations de risques individuels? Vous avez la parole. Monsieur Van der Poel, merci, Monsieur le Président. Bien. Alors, pour ce qui est du nombre de témoins dont nous devons encore communiquer les identités à la défense, je pense qu'il n'y en a plus que 6. Donc, bon, ce n'est pas franchement mauvais. Il y en a 2 pour lesquels nous avons renvoyé la question à l'unité des victimes et des témoins. Donc, ils sont en train d'analyser la question. Il y a un autre témoin pour lequel l'évaluation de la sécurité va bientôt être terminée et la mise en œuvre de mesures appropriées sera présentée et nous pourrons donc communiquer l'identité de ces témoins, mais tout dépend quand même de l'évolution de la pandémie en République centrafricaine. Il y a 2 témoins que nous n'arrivons pas à atteindre et puis il y a un autre témoin dont je devrais parler de la situation avec la Chambre, mais en ex parte. Donc voilà la situation pour ces 6 témoins. Et je dois dire que l'unité des victimes et des témoins a fait un travail absolument exemplaire pour s'assurer que les témoins soient bien protégés. Nous avons donc identifié 152 témoins à titre préliminaire et ainsi que des experts qui vont être convoqués. Donc je pense que nous nous sommes plutôt bien acquittés de notre tâche. Le Président, si tant est que vous avez ces informations de la part de l'unité des victimes et des témoins, pourriez-vous nous fournir, Madame Schrader, une mise à jour de la situation? Madame Schrader, merci, Monsieur le Président. L'unité des victimes et des témoins est en train d'évaluer 3 témoins. La plupart des témoins dont il a été question et qui nous ont été renvoyés ont fait l'objet d'analyses il y a longtemps. Donc, il n'y a plus que 3 analyses ou 3 évaluations qui doivent être menées à bien avec des mesures qui devront être mises en œuvre. Le Président, est-ce que vous avez une petite idée? Est-ce que vous savez quand est-ce que ce processus sera terminé, Madame? Madame Schrader, comme notre collègue de l'accusation l'a déjà indiqué, nous sommes tributaires de la situation en République centrafricaine. Avec la distanciation sociale, nous ne sommes pas en mesure de rencontrer les témoins, donc nous ne pouvons pas véritablement faire cette évaluation. Pour le moment, nous sommes en train de planifier avec l'unité médicale de la Cour afin de voir ce qui serait possible en la matière. Le Président, je vous remercie. Qu'en est-il de la défense? Oui, Maître Dimitri. Oui, merci, Monsieur le Président. Excusez-moi, je dois dire que je suis un peu perdue avec ces chiffres parce que d'après mon évaluation, il y a 11 témoins dont les identités n'ont pas été communiquées à la défense. Le P1792, bon, nous connaissons son identité. Nous avons tout simplement un résumé. Nous n'avons pas encore reçu sa déclaration. Et d'après, si ma mémoire ne m'abuse, le témoin P
1442 avait fait l'objet d'expurgation. Il n'était pas connu de la défense. Alors maintenant, son identité a été communiquée à la défense. Donc d'après mes calculs, il y a encore 9 témoins pour lesquels nous n'avons pas l'identité, nous ne connaissons pas l'identité. Le président, bon, 9, c'est 3 de plus que 6. Donc peut-être que ce décalage pourra nous être expliqué par M. Van der Poel, ou peut-être pas d'ailleurs, je n'en sais rien. Monsieur Van der Poel, alors peut-être pas pour le moment, mais je me suis levée pour vous dire que je vais m'intéresser à la question et je suis sûre que nous trouverons une solution. Alors il y a certains éléments qui sont en cours de communication. Donc il se peut que les chiffres que j'ai donnés soient exacts, mais que les identités sont en train d'être communiquées, sont en train d'être partagées avec la défense. Il y a eu deux mails de communication, je pense, qui ont été envoyés hier. Nous avons eu un problème technique, donc les éléments n'ont pas été envoyés, les informations plutôt n'ont pas été envoyées parce que nous avons eu un problème technique. Mais je vais m'intéresser à la question et je suis sûre que nous trouverons une solution. Le président, je vous remercie et je pense que nous avons une toute dernière chose à discuter avant la pause. Le mémoire de première instance. La Chambre considère que ce mémoire en première instance est un outil extrêmement utile pour la préparation du procès et ce pour tout le monde, y compris la Chambre. La Chambre considère également que sont utiles une liste provisoire des témoins, une liste des éléments de preuve ainsi que des résumés des témoignages prévus pour les témoins. Eu égard la liste provisoire des témoins, la Chambre rappelle que l'accusation a déjà déposé une liste préliminaire de témoins le 15 juin 2020 et nous en parlerons de façon un peu plus détaillée ultérieurement. Cette liste est tout à fait une nouveauté à la Cour et nous avions demandé cette liste du fait de la situation spéciale expliquée par la pandémie du coronavirus. Alors cette liste, nous avons considéré qu'elle était nécessaire au vu de la situation actuelle pour assurer le droit des accusés à un procès équitable et rapide, pour qu'ils aient le temps nécessaire pour préparer leur défense et pour que soient atténués les retards provoqués malheureusement par la pandémie. Alors pour que tout aille de l'avant, la Chambre considère que compte tenu de la pratique de la Cour, une liste provisoire de témoins devrait être fournie. Seuls des amendements secondaires pourront être ajoutés à cette liste. Les modifications plus importantes devront se limiter à certains cas où une justification concrète sera donnée. Pour ce qui est du tableau chronologique, la Chambre constate que l'accusation a indiqué qu'elle était préparée à présenter un mémoire de première instance 30 jours avant le début du procès. Est-ce que l'accusation pourrait nous indiquer quand est-ce qu'elle sera à même de nous fournir la liste provisoire des témoins, une liste des éléments de preuve ainsi que les résumés des témoignages prévus pour les témoins? Monsieur Van der Poel, vous êtes sous les feux de la rampe aujourd'hui parce que tout dépend de façon considérable de ce que vous nous dites, de la façon dont nous allons analyser ce que vous nous dites. Monsieur Van der Poel, merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, nous avions indiqué que nous préférerions déposer un mémoire de première instance 30 jours avant le début du procès. Vous avez raison, Monsieur le Président. C'est tout à fait nouveau que de présenter une liste préliminaire de témoins. C'est la première fois que cela s'est fait à la Cour et je pense que c'est une bonne idée parce que cela permet à la défense de comprendre un peu mieux le cadre de l'affaire, la portée de l'affaire, les éléments de preuve que nous avons l'intention de présenter. Alors pour ce qui est d'une liste provisoire, ça c'est une question différente. En règle générale, il y a une liste des éléments de preuve qui sont présentés, une liste qui est présentée et cela, comme je vous l'ai indiqué auparavant, est quelque chose que nous pensons pouvoir faire à la mi-novembre. Donc voici ce que je vous propose et je pense que c'est une norme qui, ici, au sein de cette Cour. Nous allons fournir la liste provisoire des témoins ainsi que la liste des éléments de preuve 90 jours avant le début du procès. Puis, pour ce qui est du mémoire de première instance, nous le fournirons 30 jours avant le début du procès, ainsi que les résumés des témoins. Donc, une liste d'éléments de preuve qui sera fournie 90 jours avant le début du procès, je me répète, une liste de témoins 90 jours
avant. Également, les résumés des témoins seront présentés 30 jours avant le début du procès et le mémoire de première instance 30 jours avant. Et qu'entends-je par cela ? 30 jours, au plus tard, 30 jours avant. Notre objectif sera de vous fournir cela plus tôt, si tant est que nous puissions le faire. Mais la charge de travail est importante. Nous devons préparer notre thèse. Donc, c'est pour cela que je préfère échelonner les dates butoirs que je vous présente maintenant. J'espère avoir répondu à vos questions, Monsieur le Président. Le Président, oui, non seulement vous y avez répondu, mais de façon précise, Monsieur. Alors, il se peut que les conseils de la défense souhaitent absolument intervenir à ce sujet, mais bien sûr qu'ils pourraient tout à fait accepter ce que vous venez de dire, par ailleurs. Bon, je ne sais pas. Qui veut intervenir en premier? Mettez-vous d'accord d'abord, je vous prie. Maître Dimitri. Merci, Monsieur le Président. Je vais peut-être être un peu longuette en la matière parce que cela aborde également les questions de communication. Donc, je pourrais en parler après la pause. C'est à vous d'en décider. Peut-être que Maître Knops pourrait intervenir et moi, je pourrais prendre la parole par la suite. Le Président, je pense que nous pouvons prolonger cette séance de 10 minutes maximum. Donc, nous pouvons siéger jusqu'à 11h10. Donc, et n'oubliez pas qu'il faudrait quand même que vous laissiez 1 ou 2 minutes pour Maître Knops. Maître Knops ? Merci, Monsieur le Président. Notre équipe de la Défense est d'avis que cette liste de témoins est associé aux questions de communication. Je vais être bref et peut-être que Maître Dimitri pourra en parler plus longuement après la pause. Donc, je vous dirais que compte tenu de la conduite relative à la communication du procureur par le passé, et je prenais besoin de vous rappeler votre décision du 15 juin 2020 au sujet d'un témoin précis, paragraphe 31 de la dite décision, ainsi que son paragraphe 29. Vous avez donc statué en la question. Je vous rappellerai également les conclusions de la Chambre préliminaire, conclusion du 3 septembre 2019, du 11 décembre 2019, décision par laquelle la Chambre préliminaire numéro 2 a conclu que l'accusation ne s'était pas acquittée de ses obligations en matière de communication d'éléments à décharge. Nous avançons ainsi que la Chambre devrait fixer une date butoir très très claire pour toutes les obligations en matière de communication du procureur. Et il ne faut plus que cela incombe seulement au procureur. Nous suggérons que la Chambre doit exercer son pouvoir, ou plutôt, il y a certes un pouvoir discrétionnaire qui est celui du procureur, mais malheureusement, l'histoire nous prouve que c'est le contraire qui s'est passé. Donc, pour cela, nous nous permettons de vous demander de fixer une date très claire pour la communication. Deuxièmement, pour ce qui est de la liste provisoire des témoins, c'est vous-même, Monsieur le Président, qui avez décidé, et j'ai d'ailleurs la référence exacte que je vais vous donner. Le Président, citez si vous le souhaitez, mais nous savons pertinemment ce que nous avons dit. Maître Knopp, il s'agissait d'une ordonnance, paragraphe 5, du 22 mai. La Chambre avait indiqué que la communication d'éléments de preuve relative aux témoins qui figurent sur la liste provisoire des témoins doit se faire immédiatement. Donc, il y a une décision qui a été prise par la Chambre à cette fin. Et nous insistons pour dire que, compte tenu de cette ordonnance qui a été rendue, la liste préliminaire des témoins doit être donnée immédiatement. Deuxièmement, eu égard aux mémoires de première instance, compte tenu de la pratique retenue au sein de cette Cour, fournir un mémoire de première instance 30 jours avant le début du procès n'est pas particulièrement quelque chose de commun. Ce n'est pas classique, ce n'est pas un délai classique ici.
Bon, il n'y a pas de jurisprudence sur laquelle s'appuie l'accusation pour nous dire que dans cette situation bien précise, le mémoire de première instance peut être fourni 30 jours avant le début du procès. Nous pensons que c'est un délai beaucoup trop court avant le début du procès, justement. Et puis, deuxièmement, la Chambre préliminaire a minimisé de façon assez considérable le cadre de cette affaire, et nous en parlerons après la pause. L'accusation n'a pas interjeté appel de cette décision rendue par la Chambre préliminaire. Et ce que nous avançons, c'est que, étant donné que la portée ou le cadre des charges a été réduit considérablement pour M. Gaissona, cela doit être pris en considération pendant le procès, ce qui fait que un délai de 90 jours, 90 jours pour présenter le mémoire de première instance avant le début du procès, cela me semble très bien. Le président, Maître Dimitri, si vous pouvez vous exprimer en 10 minutes, je vais vous donner la parole. Maître Dimitri, oui, tout à fait, Monsieur le Président. J'aimerais reprendre à mon compte ce que vient de dire Maître Knopp. Nous aimerions que la Chambre donne de façon très claire une date. Dans votre décision du 22 mai, la Chambre a indiqué que la communication des
2017. En outre, pour ce qui est des témoins qui n'ont pas encore été retenus d'après la liste préliminaire de l'accusation, eh bien, comme je l'ai dit précédemment, ils sont déjà en train d'être évalués. Et nous avons entendu précédemment qu'entre-temps, certains avaient effectivement été retenus. Leur déclaration devrait être divulguée immédiatement, comme vous l'avez demandé dans votre ordonnance, ce qui signifie que l'accusation peut déployer des efforts pour effectivement terminer l'évaluation des témoins qui restent et qui figurent sur leur liste et pour respecter leurs obligations en matière de communication immédiatement s'agissant des témoins qui ont été retenus et qui figurent sur la liste préliminaire. Pour ces raisons, nous demandons à la Chambre d'émettre une ordonnance de manière à ce que la défense puisse se préparer de manière significative, donc d'ordonner une date de divulgation au plus tôt novembre, que nous demandons cela, il faut que nous ayons une date fixe et que l'accusation respecte effectivement cette date pour ce qui est des témoins comparaissant sur la liste préliminaire. Maître Knops, Monsieur le Président, je voudrais ajouter une seconde. Le Président, allez-y très brièvement. Maître Knops, la Cour essaie peut-être, d'après votre ordonnance du 15 juin, je ne mentionnerai pas le numéro, mais enfin, vous avez ordonné la divulgation pour un certain témoin dont la crédibilité était en cause. Vendredi dernier, la défense a reçu l'ensemble de la divulgation en application de votre ordonnance du 15 juin et ces discussions ont commencé en août 2019. Donc, cela figure dans l'historique de l'affaire. Vous pouvez trouver cela dans la décision. Cela a pris à l'accusation 11 mois pour fournir les pièces qui avaient déjà été reconnues par la Chambre préliminaire. C'est donc un argument supplémentaire pour que la Cour fixe une date claire de divulgation. Le Président, merci beaucoup. Eh bien, je rappelle que la Chambre a déclaré initialement au début de la conférence de mise en état que quel que soit ce qui s'est passé précédemment, la Chambre s'attend à ce qu'en principe, les questions de divulgation soient résolues inter partes d'abord et que ce soit résolu donc avant de saisir la Chambre. Quoi qu'il en soit, la Chambre fixera bien entendu dans une décision un calendrier amenant au procès, et ceci en temps opportun. Nous fixerons la date début du procès et la fourniture d'un mémoire de première instance ainsi que d'autres documents. Je crois que nous avons dépassé le temps imparti de 2 minutes. On me dit qu'il faut une pause maintenant de 45 minutes, donc nous allons nous retrouver à midi moins 10.